et générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je renoue le dialogue avec Théodore Gimeno. Je prononce bien le nom de famille? C'est très bien, Jimeno. Gimeno. Tu étais venu, je l'ai noté, le 5 juillet 2023. En tout cas, l'émission a été publiée le 5 juillet 2023. Nous avions parlé de ton précédent film, L'Amertume, qui d'ailleurs est disponible sur ton site et ta chaîne YouTube. Et le 9 décembre dernier, au Luxor, a été projeté ton dernier film en date, L'Immortel. Et on devait en parler en amont, ça ne s'est pas fait, c'est de ma faute, je m'en excuse, mais l'envie, le désir très fort de renouer ce dialogue et de discuter de ce film, de voir un peu, comme on disait autrefois, de prendre des nouvelles du cinéaste. Quelles nouvelles il nous amène aujourd'hui avec ce nouveau film, avec L'Immortel, un film qui est censé, qui peut-être sera projeté dans d'autres salles. On croise les doigts, mais en tout cas, dès que nous en saurons plus, le cinéaste nous en parlera et nous, on transmettra, quoi. Nous transmettrons les informations. En tout cas, je suis très content que tu sois là pour parler de ce film et peut-être qu'il y aura des digressions, je ne sais pas, on verra. Comment vas-tu? Très très bien, Samir, merci beaucoup. Et toi? Bah, ça va, ça va. Alors, que se passe-t-il entre L'Amertume et ce film-là? Que s'est-il passé entre ces deux films-là? Cinématographiquement parlant, bien Ouais. évidemment. C'est une question hyper compliquée à répondre comme ça. Je dirais que déjà, il y a un problème avec les deux titres, c'est que souvent on les confond. Il y a beaucoup de gens qui vont dire: ah, mais du coup, c'est ce nouveau film, L'Amertume, et c'est L'Immortel. Et dire: ah oui, c'est vrai. Et donc il y a déjà une sorte de jeu sur les mots qui était déjà présent au cœur du dernier film, qui là est sorti du fond et un peu dans la forme, qui fait que les gens ont des fourches langues. Mais bon, c'est pas le plus important. Qu'est-ce qui s'est passé entre L'Amertume et L'Immortel? Je dirais tout bêtement, tout simplement, autre chose, mais pour continuer. C'est-à-dire, j'ai revu, avant qu'on rediscute aujourd'hui, l'émission qu'on avait fait il y a 2 ans, et je voulais un petit peu comprendre sur quoi on avait déjà échangé. Et tu m'avais dit un truc qui m'avait beaucoup touché, qui vient pas de moi, qui est cette idée que le cinéma passe et que le cinéma, en fait, est régi par des lois qui sont pas, parfois, qui ne doivent pas, enfin, selon moi, hein, c'est un peu mon dogme, mes principes, c'est pas moi qui vais décider ce que je dois montrer, en fait. D'une certaine manière, évidemment, le paradoxe est là, la caméra, je la dirige, mais j'essaie de la diriger pour qu'elle soit justement indirigeable, qu'elle passe, que le cinéma passe et continue de passer. Je crois qu'il y a beaucoup de ça qui s'est passé autrement dans L'Immortel, heu, à plein de niveaux. Donc ce serait dur d'y aller comme ça d'un coup. Moi, disons qu'il y avait une nouveauté, c'est l'adaptation, en fait. Et je crois que le cinéma a un rôle particulier, en tout cas pour moi, dans l'idée de passer, mais aussi de passer des choses. Et je pense que toi, tu es très conscient de ça par rapport à ton travail de critique, aussi ton travail de podcasteur, de cinéma, et d'une certaine manière de passeur. Je crois qu'en tant que cinéaste, en tant que quelqu'un qui veut faire des films, on vient après énormément de gens, énormément de choses, énormément de livres, énormément d'histoires. Et je crois que pour la première fois dans mon cinéma, entre guillemets, du coup, dans mon cinéma, dans les films que je fais, j'avais envie de passer quelque chose. Et en fait, j'étais tombé sur cette nouvelle que j'adore encore aujourd'hui, et je me suis dit: «Tiens, c'est aujourd'hui, au moment où je fais L'Amertume, Mmh. impossible pour moi de concevoir, de faire une adaptation. Bah, je vais la faire. On va essayer de la faire quand même. On va essayer de voir». Et donc en fait, l'adaptation a été la chose que je crois que cette fois-ci j'ai passée, alors qu'avec L'Amertume, j'écrivais quelque chose, entre guillemets «d'original». Donc, est-ce que, d'une certaine manière, les films comment dire? Je crois qu'évidemment les films se répondent, enfin que L'Immortel répond à L'Amertume, hormis ce trouble parfois dans la prononciation et du fait que les mots se raccordent un petit peu étrangement. Je crois aussi que je questionne beaucoup L'Amertume,
je questionne beaucoup ces élans que j'avais de manière un petit peu instinctive de vouloir, montrer certaines choses et montrer moins, d'autres et de m'ancrer dans un texte avec des mots qui me sont donnés, pas d'autres, avec, un style qui est celui de Borges et enfin essayer de passer, quelque chose qui n'est pas validé, mais d'une certaine manière est quelque chose que moi je valide au moins et que j'aimerais partager. Donc c'était une sorte de volonté de dire: «J'adore ce texte». Moi je sais pas, je ne j'aimerais un jour pouvoir écrire, un livre, j'aimerais, mais je n'écris pas de livre pour l'instant. Je fais des films et comment est-ce que je pourrais passer cette chose-là que j'aime? Bon, je suis pas le premier à faire ça, loin de là et je crois que d'ailleurs c'était très, très important au début du cinéma que de passer les grandes œuvres de littérature. J'ai un peu essayé d'amener ma pierre à l'édifice, quoi. Je dirais ça comme ça, en guise d'introduction. C'est tout ça qui m'est passé par la tête et c'est ce qui est venu après l'amertume et d'ailleurs à la fin de notre entretien, je me rappelle dire que je travaillais sur quelque chose, c'était une adaptation et donc D'accord, oui. c'était la seule chose qui m'importait à ce moment-là, c'était de me dire: «Je vais pouvoir adapter un texte que j'aime. Comment je fais?» Et je crois que les 3 ans qui ont suivi, enfin depuis notre dernière, c'était en 2023, notre dernier entretien, ce qui a vraiment compté pour moi, c'était l'idée d'adaptation. Donc je me suis beaucoup posé cette question-là. Tu as mis combien de temps pour arriver à bout, de de ce livre, pour arriver à bout de cette adaptation, de manière à ce que tu sois, à ce que le film finisse par te dire: «C'est bon, on peut arrêter là l'écriture». Tu as mis combien de temps pour aussi emprunter Heu, les mots qui ne sont pas les tiens et de les transformer en quelque chose qui finiront par devenir tien, pour le coup? ouais, bah, au moment où on parlait, au moment où on a fait cet entretien en 2023, c'était en juillet, je commençais juste à travailler, le texte. Donc pour ceux qui connaissent pas, la nouvelle fait environ 25 pages, 25-30 pages et donc je l'ai lu plusieurs fois et plusieurs fois. Je crois que j'ai abouti à un scénario qui me convenait parce que ma philosophie de scénario, c'est de pas faire une œuvre d'art, c'est de dire, «Qu'est-ce qu'il me faut pour avancer à l'étape d'après?» Donc Mmh. c'est ta question, me dire: «Bon voilà, j'ai un texte qui semble pouvoir ensuite devenir un film». Je crois que ça m'a pris à peu près 6 mois, 6 6 mois mois. d'écriture, de réflexion, de 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 d'éliminer toutes les complaisances possibles, potentielles, parce que c'était absolument pas je voulais pas illustrer. C'est très, très bien Borges comme ça, le texte est très complet et il y a rien à redire, il y a pas d'image à créer, enfin ça serait abject de croire que c'est le cas. Moi, c'est vraiment, dans cette idée de comment est-ce qu'on transforme? Comment est-ce qu'on passe d'un médium à l'autre encore aujourd'hui? Il y a encore des adaptations, il y en a plein, mais bon, il y en a jamais assez. Donc je me suis dit et puis celle-ci, je l'avais pas vue faite. Sauf et bien plus tard, après avoir adapté, comme je le souhaitais dans mon scénario, j'ai découvert que, la BBC, donc la chaîne de télévision anglaise, avait fait une adaptation dans les années 70, Mmh. très, très, très datée, très marquée quand même par ces années 70 et que c'était hyper intéressant de voir, hein. Et mais en tout cas, voilà, le texte n'avait pas été adapté et je m'étais dit: «Pourquoi pas?» Il y a peut-être un boulevard pour moi. Dans l'amertume, si je me souviens bien, c'est tu racontes l'histoire de 2 frères qui retournent dans la maison familiale, si je me trompe pas Ouais, c'est ça. et soudainement, ils se retrouvent face à une personne, une femme qui est censée être la mort. Je Ouais, crois qu'elle leur annonce leur mort et puis l'un des 2 frères va revisiter sa maison, va se retrouver face à son passé. C'est très étrange parce que l'immortel, c'est ça, mais c'est le contraire. C'est que lui, il avance progressivement dans l'avenir et c'est pas anodin tout ça. n non, non, c'est vrai. D'ailleurs, en fait, là, maintenant, je me rends compte en rentrant dans la conversation avec toi, en rentrant dans le fond et le sujet un petit peu des films, la mort est requestionnée là. L'amertume, c'était un film où la mort, en effet, se apparaissait et donnait un petit peu son c'est do était les derniers mots de la vie et donnait, un petit peu les règles à suivre, et le chemin à suivre pour pouvoir, avancer. Et là, à l'inverse, c'est quelqu'un qui subit une sorte de si je comprends bien la nouvelle, c'est quelqu'un qui devient immortel, en fait, à cause d'une quête,
Je le dis d'une manière très à l'envers, en fait. Je vais recommencer. C'est quelqu'un qui devient immortel, en fait, contre son gré. Donc d'une certaine manière, on pourrait philosopher longtemps, est-ce que quand on meurt, on n'est plus en vie et du coup on meurt pour toujours? Mais s'il y a quelque chose après, est-ce qu'on n'est pas d'une certaine manière immortel? Là, j'ai l'impression qu'on est peut-être dans cette continuité aussi, de se poser la question de qu'est-ce qui se passe après? Bon, on n'a pas l'occasion de savoir, de voir, on le saura tous, à un moment. Mmh. Mais ce film est un peu, c'est sans vouloir, trop croire que c'était prémédité, un peu ce hors-champ, cet abîme, l'idée de l'immortalité comme personne ne la connaît sur terre et de voir en quoi est-ce que, heu, est-ce en quoi est-ce que les choses changent quand, la mort n'arrive plus justement. Donc, ce serait l'amertume si la mort n'était pas arrivée. D'ailleurs, c'est intéressant, mais c'est les mêmes personnages qui jouent les 2 frères. Donc au final, la mort n'arrive pas. Quelles sont leurs dynamiques? Comment est-ce que ça change? Quelles sont les transformations de ces personnages-là? D'une certaine manière, j'ai un peu fait le même film sans la mort. Peut-être, ça c'est pas pour dire que Borges a complètement aussi un autre monde et plein de mondes dans cette nouvelle-là, mais moi, ce que j'en ai tiré dans mon adaptation semble s'être arrêté, à ça, peut-être, en tout cas. Il y a au moins ça. Le film s'ouvre quand même sur, je parle de l'immortel, hein. Ouais, Le film s'ouvre plus ou moins sur un GPS. Un ouais. GPS, j'aimerais bien dire incontrôlé, pour le coup, alors que Mmh. c'est censé être contrôlé normalement. Donc on est dans un taxi, si je me souviens bien, le 1er plan, je crois, c'est un plan qui est à l'envers, il est comme ça et puis tu reviens sur, je trouvais ça magnifique et puis ensuite il y a ce GPS, il y a cette voiture qui roule et et moi je suis enfin, il faut pas être dans l'idée de tout vouloir comprendre. Il faut prendre les plans et c'est ça qui est intéressant. Mais là, tu me dis quelque chose, tu me dis: «La mort n'arrive plus». Moi, j'aime bien cette idée, pour le coup, de me dire que ce GPS va vers la mort, en quelque Mmh. sorte et donc Mmh. va vers le film. Mmh. Parce que c'est à Bah, partir de ce moment-là tu qu'il y a une voix qui arrive et qui raconte une histoire et puis on la suit. On va vers le film. Tu nous emmènes vers le film. beh, j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'en fait, on m'a à l'issue d'une projection qui a été faite du coup en décembre, j'ai eu certains retours qui me sont encore très, très précieux, de personnes, qui m'ont parfois tout simplement posé la question: «Mais pourquoi est-ce qu'on commence dans un taxi, hein? Est-ce que ça, c'est dans la nouvelle? Pourquoi dans une Tesla, en plus? Quel est l'intérêt Oui, une de Tesla, ça?» oui. Et ma réponse tout simplement était, pour que je fasse une adaptation qui, selon moi, suit à la fois mes dis il y a plein de choses, mais disons des principes. C'est-à-dire, je fais un film où, le lieu dans lequel se passe ce film est une ville qui n'existe plus, sous ce nom, qui s'appelle Thèbes, qui aujourd'hui est Luxor en Égypte. Je crois qu'aujourd'hui pour adapter, un conte de ce style-là, mais il faut que j'y aille et donc ma réponse souvent c'était: «Bah, pour faire cette adaptation, en fait, il a fallu que je prenne un taxi, en fait. Il a fallu que j'aille en Égypte. Il a fallu que je me pose ces questions-là en moi-même, me mettant en m'incluant dans cette quête, en croyant potentiellement moi aussi la vivre et Mmh. le temps du tournage, croire à mon à mon personnage principal que d'une certaine manière, comme tout réalisateur ou tout artiste, je crois, tu vas devoir, comprendre ou essayer de développer une certaine empathie avec, c'est-à-dire peut-être le devenir même. Donc j'ai fait attention, aussi de ne pas trop m'en rapprocher, mais je me suis dit: «Bon voilà, ce personnage-là viendra» et c'est pas pour trop dire sur le film, mais ce personnage vient jusqu'à Paris, qui est là où je vis. Mmh. Je crois que c'est éthiquement, c'est le moins que je puisse faire que d'aller voir d'où il part en vrai et je crois que c'est aussi une philosophie d'adaptation, c'est une manière pour moi de, me poser les bonnes questions. Me dire: «Qu'est-ce que c'est que d'aller, adapter un conte?» Bah, c'est de partir d'où il part lui-même, à la fois dans l'idée que le texte va me dire comment je vais adapter, le film, et la manière d'écrire et le style, donc essayer de comprendre l'esprit de Borges, mais aussi dans le fond de l'histoire, dans le fond tout court, d'où part, l'histoire? Qu'est-ce que c'est Thèbes? Ah, c'est devenu Luxor. Qu'est-ce qu'on voit à Thèbes? Et en fait, j'ai réussi à faire des parallèles, mais qui sont hasardeux, qui partent
juste d'une intuition au début, qui sont cette histoire que moi j'ai déterminée être hyper étrange, qui est ces deux obélisques qui ont été séparés, en fait. L'obélisque de Luxor qui est resté au temple de Luxor et l'obélisque de Luxor qui est maintenant sur la place de la Concorde, qui pour moi est déjà un moment d'histoire extraordinaire pour la France, extraordinaire au sens neutre, hein, au sens de... C'est quand même extraordinaire de s'être dit qu'on pouvait ramener ça. D'ailleurs, pas tout le monde était convenu dans ce débat de si c'était OK ou pas, tellement que la deuxième obélisque qui était censée nous revenir, à nous Français, a été rendue, si je ne me trompe pas, par Mitterrand dans les années 80. Donc officiellement, c'est aux Égyptiens à nouveau. Mais quand je suis allé en Égypte, j'ai parlé avec des Égyptiens. J'avais d'ailleurs c'est intéressant, mais j'avais un seul ami là-bas, que j'ai rencontré sur place, qui était mon conducteur de taxi. Et lui m'a dit, donc c'est extraordinaire parce que j'avais que cette personne en contact. C'est la copine de mon frère qui m'a dit: «Nous, on connaît quelqu'un, c'est un conducteur de taxi, il est adorable, il va t'aider». Et donc c'est lui qui m'a récupéré, c'est là, c'est assez beau. Et il m'a dit: «Mais nous, on aime l'idée que notre obélisque, elle est là-bas, en France. On aime ça». Il est pas enfin, pas tout le monde a cet avis, hein. Donc d'une certaine manière, moi, ça m'a intéressé juste de me dire: «OK, il y a une réflexion d'un ici et d'un ailleurs, il y a une réflexion, il y a un truc qui dialogue». Et là, c'est le moins qu'on puisse dire aussi actuellement avec ces pays-là, mais dans le cinéma en général, les pays nord-africains, l'Égypte, puis maintenant même dans le Moyen-Orient, ça dialogue depuis toujours très différemment qu'avec d'autres pays comme par exemple la France et les États-Unis. Mmh. Heu et faire un film, pour moi, je crois, éthiquement, avec cette philosophie d'adaptation, je suis un peu long là sur ce que je dis, mais Non, et non. finalement politiquement, je crois que c'est nécessaire pour moi, que si je fais un film avec un personnage qui part d'Égypte, que de faire mon mieux pour y aller. C'est de comprendre en réalité. Et le film résout peut-être, hein, cette, cette envie pour moi que de ne pas prendre de pas faire de tour de passe-passe, de ne pas prendre la petite route, de pas d'y aller quoi. Se dire: «Qu'est-ce que c'est que de faire un film aujourd'hui?» Bah, c'est peut-être un peu voyager en réalité. Voilà. C'était la première fois que cette configuration, dans ton rapport au cinéma s'imposait? Ouais, 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 ouais. J'avais jamais eu le courage, en fait, je Mmh. dirais, tout simplement. J'avais jamais eu le courage et j'avais jamais eu l'audace parce que j'avais envie d'avoir confiance aussi, de me dire que c'était possible. Et j'en parlais justement avec ma mère au téléphone juste avant de parler avec toi, Samir, Mmh mh. parce que je vais probablement retourner en Afrique. Je vais aller à Djibouti peut-être et la Mmh. conversation s'est faite par rapport au voyage, en fait, et de faire attention parce que ma mère reste ma mère. Elle m'a dit: «Mais fais attention, ce sont des lieux quand même qu'il faut naviguer, il faut faire attention». Bref, moi j'ai la double nationalité française et américaine et je suis pas forcément adoré par tout le monde là-bas pour plein de raisons qui comptent, qui ont un sens et en même temps, dans mon expérience, je n'ai jamais vécu ça. J'ai jamais eu ce sentiment, mais bon, il faut une situation malheureuse et Mmh. il se passe quelque chose. Mais en gros, voilà, cette question de comment est-ce que ça communique encore avec comment est-ce qu'on communique encore avec ce monde? Comment est-ce qu'on dialogue encore? Puis c'est pas du tout mes origines, à moi, propres, mais vu que je voulais adapter ce conte, suis suis le chemin et donc j'ai essayé de suivre le chemin. Ouais. Il y a quand même, pardon, quelque chose d'assez intéressant, c'est que oui, dans le film, à un moment où on se retrouve dans cet avion, il y a une respiration assez particulière. Je ne m'attendais absolument pas à ça, hein, de se retrouver comme ça dans cet avion. Il y a une espèce de respiration et de voir, enfin, je me dis à ce moment-là que l'identité de ce personnage, central de ton film qui, qui part à la recherche de quelque chose, qui se retrouve immortel plus ou moins, heu, je me dis à ce moment-là, il y a un gros rapport à l'identité et de se dire que je connais pas la nouvelle de Borges, je l'ai jamais lu, donc et je lirai. Mais là où je veux en venir, c'est le rapport à l'identité. Est-ce que c'est aussi quelque chose de très prononcé dans ce film? À savoir que finalement cet homme, bah, il est identifié à tous les hommes. On est tous pareils pour le coup. Est-ce que le film essaye d'approcher cela? Moi, je pense que le film approche ça, oui, alors, par cette idée qu'un homme est tous les hommes et que,
notre destin est commun, que cette destinée qui est la mort, qui est du coup un gros sujet, dans ce film évidemment parce que par la négation de la mort d'une certaine manière, l'immortel peut naître. Donc oui, je pense que c'est évidemment au cœur. Là où c'est pas forcément évident, c'est, aujourd'hui, je crois, c'est, la manière dont on tient ce discours. C'est-à-dire qu'on est tous pareils, je suis pas certain ou alors je crois que c'est pas à dire comme ça, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, et qu'on serait peut-être à même, parfois, que de dire qu'on est différent pour cerner ce qui, en fait, nous ramène l'un à l'autre et peut-être que le film, je sais pas, hein, là, c'est la première fois que j'y pense comme ça, mais peut-être que le film se questionne et veut mettre en place ce paradoxe, qu'est notre toutes nos similarités et toutes nos différences, parce que c'est peut-être un peu bateau de dire ça comme ça, mais compte tenu de vraiment des choses qui font que culturellement on est différents ou que humainement on est parfaitement similaires, heu, i il faut absolument que ces 2 choses-là restent, ensemble pour que ce discours tienne et je crois que c'est la quête du personnage principal de Marcus, que de partir d'un endroit pour arriver dans un ailleurs et de comprendre à quel point ça a changé ou pas. Je crois que le trouble et l'idée de cet obélisque de la Concorde, c'est de lui faire croire qu'il est rentré à la maison, alors que c'est pas le cas. Mmh. Mais il s'arrive qu'il est dans cette cité qui semble être là où il devrait être, car il est immortel, qui est la cité des immortels. Donc de jouer avec ces miroirs un petit peu, de ces trompe-l'œil, ces illusions, pour comprendre un tout petit peu plus, à la fois qu'on est pareil, mais parfaitement parce qu'on est différent. Dans le sens où on a, à et que ce discours-là, je crois, hein, il est très compliqué à je sais même pas si je réussis, mais il est très compliqué à développer parce que c'est beaucoup plus intéressant pour des gens aujourd'hui de se sentir, spéciaux, de se sentir uniques, talentueux et cetera. D'ailleurs, il y a je pense qu'on pourrait tirer une comparaison. J'ai eu l'honneur absolu, vraiment un privilège que, à cette séance du 9 décembre, le grand critique de cinéma français, Jean Narboni, soit venu. Et Jean Narboni a une réflexion qui m'a beaucoup intéressé par rapport à cette phrase que tu as mentionnée, sur l'idée qu'un homme est tous les hommes, qui est aussi, un petit peu, écrite différemment, la dernière phrase des Mots, le livre, de Jean-Paul Sartre D'accord. et Mmh. qui, selon lui bon là, c'est là le peut-être qu'on pourra parler de ça, mais l'idée des mots, MOTS est un truc qui m'intéressait, énormément avec cette adaptation-là et en gros c'est Jean-Paul Sartre qui pensait que c'était absolument pas nécessaire et contre-productif que, d'essayer de trouver son unicité dans le monde, car justement l'intérêt serait pour nous de comprendre ce qui nous rassemble, ce qui nous rattache l'un à l'autre et ce qui nous unit. Bon, c'est aussi très politique et très daté de son temps, peut-être, mais je veux dire, il y a quelque chose qui résiste, qui est qu'un homme est tous les hommes, dans le sens où c'est dans notre meilleur intérêt de le voir comme ça. Sinon, on se sépare, on se comprend plus et moi, je crois plus à l'idée que je peux aller en Égypte et être reçu de la même manière que je suis parti. C'est-à-dire, j'ai pris un taxi pour aller à l'aéroport, j'ai été reçu par un taxi et c'est d'ailleurs grâce à ces 2 conducteurs de taxi, le premier resté anonyme, adorable dans mon souvenir et le deuxième que je connais bien maintenant avec qui j'ai voyagé en Égypte, que ce film s'est fait. Mais que aussi cette idée qu'on se retrouve, d'être humain à être humain, qu'un Français peut communiquer avec un Égyptien et inversement, que ce genre de choses n'est pas anodine, mais on doit passer par ce cheminement-là de différence, de diffraction pour en fait voir à quel point, en effet, un homme est tous les hommes. C'est donc voilà, je n'épouse pas forcément la philosophie parce que je la connais pas assez bien entièrement, mais je veux dire de cette phrase-là, c'est vraiment ce qui a poussé en tous les cas l'intention de me dire: «Ah, je veux faire un film qui se permet pas, de par ma position, c'est-à-dire, je suis à Paris, j'ai pas besoin de faire ça, d'éviter, un lieu, d'éviter une rencontre,
parce que je crois que cette rencontre va me dire que mon film, en réalité, n'adapte pas correctement, Borges, et il aura tout à fait raison de me le dire. C'est subjectif, mais je crois pas. Le film, sauf erreur de ma part, on va revenir aux mots, hein, comme tu l'as très bien dit, mais le film, sauf erreur de ma part, se déroule, heu, au temps présent, toi, hem, le temps des Romains avec Marcus Ouais, et aussi en Angleterre, 18e siècle, si je me trompe pas. D'ailleurs, je crois ouais, que le film, et commence à se raconter à partir de ce moment-là oui, et donc c'est les langues aussi qui changent et là, j'en reviens aux mots. Je trouve qu'il y a, comme dans ton précédent film, j'en ai vu que 2, celui-ci et la et l'Immortel. Je trouve qu'il y a toujours comme ça, hem, quelque chose de très organique et dans le plan, mais aussi dans la manière que tu as, d'écrire ces mots et de les faire jouer par tes comédiennes et comédiens. Je ne saurais en dire plus, mais en tout cas, je sens, quelque chose de très organique parce que très fragile. mmh. Ça m'a beaucoup marqué. Comment est-ce que tu entends fragile? Ça Fragile, m'intéresse. j'ai l'impression que, il y a une très grande attention à l'utilisation de certains mots, dans Mmh, tes plans, heu, que ces mots ne sont pas envoyés vers nous, jetés vers nous, mais plutôt c'est comme s'ils demandaient l'autorisation de venir vers nous et je trouve ça très, très beau. Il y a une espèce de délicatesse très fragile dans la manière que tu as de faire, déjà de les écrire et puis surtout de les faire jouer par tes comédiennes et comédiens. J'ai trouvé ça très beau. Ajouter à cela, cette manière aussi dans ta manière de composer un cadre, d'intégrer ces mots dans le cadre. C'est très, abstrait ce que je dis, mais c'est ce que je ressens encore lorsque je vois ce film. ah, je te remercie, ça me touche beaucoup. Moi, j'allais aller, bah, dans ton sens, par rapport à la fragilité, parce que je crois que c'est une faiblesse, mais pas au sens que ça veut dire que c'est forcément mauvais, mais que, c'est ma lutte, je crois constante, avec, avec les films que je fais. C'est-à-dire, c'est la place des mots, et je crois qu'elles prennent, ils un mot, ils prennent beaucoup de place encore, dans mes films. Hem, Encore une fois, je ne sais pas si ça veut pas dire qu'il y a pas des grands cinéastes qui ont laissé la place, et plus que laissé la place, demandé, ordonné la place aux mots. Par exemple, des gens des réalisateurs que j'aime beaucoup, comme, les Straub, qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté. Complètement, Heu, complètement. mais mais aussi, par exemple, l'idée, d'un Tarkovsky verbeux, très 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 philosophé, où en fait le mot est aussi passage de choses au détriment du cinéma comme on l'entend, au détriment de l'image, qui là, du coup, j'ai un peu changé, ou du moins j'ai évolué. Je crois que l'image est en train de subir un truc terrible, aujourd'hui, que les mots ne sont pas en train de vivre, et que peut-être, les mots peuvent nous aider à passer cette passe de l'image, hem, artificielle, de l'image, créée, de l'image, heu, fausse, faute vé on dirait dans l'apparence vraie, mais fausse, et que les mots n'ont pas ça. Que les mots, ne sont pas salis pour la m de la même manière. On peut salir leur sens, mais leur phonétique restera toujours, la même, et que je crois qu'il y a beaucoup de sensibilité dans les mots, pour nous, déjà si on comprend la langue, mais même si on la comprend pas, parce qu'on a quand même un rapport au mot extraordinaire, ce qui est que si on comprend pas la langue, on peut au moins parfois se nourrir de la mélodie. On parle toujours des Italiens qui parlent avec une mélodie chantante, et c'est sublime. D'ailleurs, dans la scène des Italiens que j'appelle au à la clé de voûte un petit peu du film, quand, Marcus arrive à Paris, des Italiens parlent, et j'ai choisi, de ne pas sous-titrer exprès, parce que le film est toujours montré avec ses sous-titres en anglais, vu qu'en effet le film part d'Angleterre. J'ai refusé de sous-titrer, la parole des 2 Italiens, heu, parce que c'est pas nécessaire, et parce qu'on comprend clairement ce qui se passe, et je divague énormément. Tout ça pour revenir sur, je crois, cette idée que je crois que c'est encore une faiblesse. Tant mieux, je me dis, parce que, c'est tellement important pour moi les mots, que pour l'instant je crois que ça dépasse encore, heu et c'est pas grave, mais je suis réceptif, je suis très touché par ce que tu me dis, parce que en fait, pour être honnête, moi, quand je vois mon film,
je ressens un peu la même chose. C'est quelque chose qui me fait du bien que de voir à quel point c'est fragile, qu'on ressent l'intention, qu'elle parfois gêne, qu'on voit très clairement ce qui se passe, mais que bon, c'est ensuite c'est dit et qu'il y a pendant d'autres, séquences, il y a 40 minutes de vide et que le personnage principal est un personnage, quasi muet et qu'il y a plus rien. Je trouve que ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est très fécond pour moi et je crois au détriment de la qualité, entre guillemets «du film» parce que je crois que c'est ce avec quoi je lutte et peut-être qu'un jour je réussirai à atteindre meilleure, meilleure manière, composer un petit peu plus, à la fois de mesurer et d'équilibrer, même si c'est pas un super mot au cinéma, c'est pas besoin d'avoir des trucs équilibrés, mais de trouver quelque chose qui puisse être, heu, mesuré, mesurable, plus constant peut-être, dans la manière dont je fais. Plus constant et plus sûr, plus, à la fois, maîtrisé et à la fois léger. Parce que voilà, De ne pas être dans l'efficacité. On dit souvent voilà, cela, ouais, l'efficacité, être efficace, exact, exact. quelque chose, de Mais bon, c'est particulier. tellement important pour moi, je préfère me rater, sur ce chemin de croix-là, que de ne pas y aller. Donc, en tout cas, voilà. Mais pourquoi tu avais besoin d'aller vers, cette nouvelle? À savoir le fait que dans et puis que dans le film, il y ait comme ça cette découverte de plusieurs mondes Oui. et donc un moment de notre présent, tu avais tu pourquoi tu ressentais ce besoin de capter Mmh. ces éléments borgésiens, Mmh. pour tout pour rappeler aussi tes propres voyages? Mmh. Je pense que je suis tombé sur la nouvelle, j'allais dire par hasard, mais je crois que c'est jamais trop un hasard, au bon moment, parce qu'elle m'a Mmh. marqué. Je crois que j'avais besoin d'être rassuré, je crois que Borges m'a rassuré. J'ai un rapport avec l'idée d'être rassuré assez fort et que, je crois que cette nouvelle-là, m'a dit, à la fois m'a permis de dédramatiser, qui est le comble pour un texte que j'ai essayé après de dramatiser, mais dédramatiser une situation, une vision du monde en me disant, grosso modo, «Les choses vont arriver, les choses arrivent toujours, ta vie sera révolue un jour, celle de l'autre aussi. Maintenant tu fais quoi en sachant ça? Quelle est ta quête? Comment est-ce que tu vis?» Et je crois que ce que la nouvelle m'a apporté et ce qu'elle m'a donné, c'est le résultat de pourquoi je suis prêt à faire un film un peu plus faible pour atteindre je dis faible, mais je veux dire plus dans sa fragilité, dans tout ce que ça entend, pour pouvoir atteindre un principe qui pour moi est fondamental aujourd'hui, qui est de me dire: «Mais qu'est-ce qui importe vraiment?» Heu, c'est absolument pas, une manière de faire ou une forme ou quelque chose dans un film, c'est surtout son principe et je crois qu'en suivant ce chemin-là, j'atteindrai un peu plus un cinéma qui qui sera plus voilà, entre guillemets, «innovateur» pour moi, curieux, qui continuera à questionner de manière, la plus en rentrant dans un dialogue constant, en n'ayant pas peur de la rencontre, de l'autre et cetera. Donc je crois que Borges m'a dit, «Écoute, un jour tu vas mourir, mais tant que c'est pas le cas, est-ce que tu crois pas que tu es un peu là et immortel, si tu veux? Et pose-toi ces questions-là et dis-toi: "Et si c'était le cas? Et si tu venais à ne pas mourir? Est-ce que tu saurais faire? Est-ce que tu voudrais accepter? Et si tu venais à mourir, qu'est-ce que tu ferais?"» Donc c'est Borges m'a en gros, je lui ai dit: «Qu'est-ce que tu on fait quoi là? On fait quoi?» Et je me suis dit: «Bah, je vais essayer de suivre, la quête», parce qu'il me dit: «On fait quoi?» et en même temps, il me montre exactement où on va. Et Marcus fait un chemin assez extraordinaire et je me suis dit, «Je vais aller dans le désert, je vais aller en Égypte, il va revenir dans la cité des immortels». Je fais très confiance à mon intuition, parce que je vois pas sinon personne ne le fera. En tout cas, mon intuition me vient et moi, quand j'ai pensé à la cité des immortels, j'ai pensé au Louvre, à Paris et bah, c'est juste à côté de chez moi. Il y a une idée pratique. C'est comme l'idée de la séance unique, qui est aussi faute de budget, mais il y a une idée pratique qui épouse, je crois, quand on veut garder un élan et on veut croire en ce qu'on fait, heu, qui épouse une certaine,
plus tard une certaine valeur, après un peu métaphysique, mais aussi qui trouve son esthétique avec le temps et qui finit par faire un film qui nous ressemble. C'est très plein de mots en hic, mais tout ce que j'essaie de dire, je crois, c'est, oui, Borges n'a rien demandé et sa nouvelle est tombée au bon moment pour moi et j'ai voulu absolument me soumettre, servir et prendre, et faire mes gammes d'une certaine manière, repasser par ce que je n'avais jamais fait, qui était que d'apprendre à faire des films. Je ne sais pas faire, je le fais en faisant et voir en quoi, je pourrais, me tromper, me casser la gueule, pardon, et me le montrer ensuite au plus de gens possible, pour qu'on puisse me donner des résultats, des réponses, des résultats et avancer. Donc je crois que là, voilà, ce film, c'est une sorte à moi-même, une sorte de défibrillateur à moi, pour me dire: «Allez, on avance». Une question, certainement indiscrète, mais elle est importante, surtout aujourd'hui. Hem, Ça m'intéresserait certainement, j'ai dû te la poser aussi pour l'amertume peut-être, je m'en rappelle plus, parce que je Mmh. revois pas, les émissions que je publie sur la chaîne. Mais, c'est l'économie de ton cinéma et l'économie de ton cinéma, que tu le veuilles ou non, elle fait partie de la mise en scène, de sa mise en scène aussi. Absolument. Et j'aurais bien voulu en savoir un peu plus sur l'économie de ce film-là. Ouais. Comment, après que le scénario soit écrit, enfin l'adaptation pardon soit faite, il va falloir maintenant faire ce film et faire ce film, peu importe, les conditions, il faut une économie. Est-ce que lorsque tu écris, lorsque tu l'adaptes, tu penses à l'économie Absolument. et elle crée cette mise en scène? Bien sûr. Oui, bah, je vais être direct, cash, j'ai aucun tabou par rapport à ça, parce que je pense que les films ne devraient pas en avoir. Le film a coûté entre 10 000 et 15 000 €. Ah oui, C'était à d'accord. peu près Ouais, ça. Donc ouais. le film a coûté et je tiens à dire aussi que l'idée de la projection unique et le prix de cette location de salle, car ça a été sorti de manière autoproduite et autodistribuée d'une certaine manière. Après, c'est pas une distribution, mais auto-montrée, heu, elle coûte 1/5 du budget total du film. Ça donne une idée C'est ça, ouais. de ce que ça a en quoi ça compte pour moi aussi que le film ne soit pas montré et un petit peu disséminé, mais surtout montré et que ça devienne événement, que ça devienne installation, le temps d'un soir et que ça fait partie de l'œuvre totale, en gros. En attendant, bien sûr, on en parlait un petit peu avant l'émission, si jamais ça a intéressé à droite à gauche, à ce moment-là, il y a aucun problème, on peut partager le film et continuer de le montrer. Donc une fois que je finis le scénario, heu, qui a été écrit en pensant, directement et à ce que je vais pouvoir faire, car je crois que c'est très intéressant de penser plutôt à ça, plutôt que le vouloir. Qu'est-ce que je peux et ne peux pas faire? J'ai commencé à organiser, les finances déjà vers où j'allais aller demander les finances et ensuite où est-ce que j'allais placer cet argent. Et ce qui s'est rendu clair direct, c'était de pouvoir avoir l'argent pour les lieux. J'ai envie de respecter les lieux, j'ai envie de respecter, là où c'est tourné. Donc j'ai fait du mieux que je pouvais que d'aller dans des lieux, soit qui étaient ceux de la nouvelle, soit ceux qui sont les lieux pour moi, qui m'étaient apparus comme, nécessaires pour que je raconte mon adaptation de Borges. Mon historique espagnol fait que j'ai voulu mon historique, ça veut rien dire. Mon histoire de famille espagnole, d'origine, m'a donné envie de tourner dans le désert des Bardenas. D'accord. Paris est la ville dans laquelle je vis et mon frère qui joue dans le film vit à Londres, en Angleterre. Alors il s'avère que c'est exactement les lieux, sauf l'Espagne, pardon, que traverse Borges, avec cette nouvelle en Angleterre et cetera. Et du coup, je me suis dit: «Bah, le désert des Bardenas, il y a un permis, de tournage. Si on est étudiant, ce que je suis, on peut réussir si on tourne que 2 jours, on paye pas, c'est gratuit». D'accord. Mais ça veut pas dire qu'après d'ailleurs, on a tourné dans des lieux
et au final, j'ai voulu toucher le chèque de caution qui était de 500 € ou quelque chose comme ça. Ils m'ont dit: «C'est inacceptable, votre film tourne en dehors des parkings et des choses que vous avez dit que vous vouliez là où vous alliez tourner. On va pas vous rendre les 500 balles». Bah, j'ai dit: «Bah, OK, mais je vais pas, c'est pas grave. Moi, il fallait que j'y aille pour le tourner. Maintenant, bon, voilà». Donc je repense à ta question aussi d'avant même notre émission, cette émission-là où tu me disais: «Tu voudrais le montrer». Ça va Je crois que juridiquement, entre guillemets, légalement, ça va être un bordel sans nom, ça doit être le cas. Mais en tout cas, le film existe et je préfère qu'il existe une soirée comme ça et qu'il soit, partageable de cette manière-là, que de me refuser, disons les nécessités pour que le film puisse exister. Je sais pas si c'est clair? Ouais, Et compliqué. C'est je comprends et complètement, ouais. et d'une certaine manière, bon voilà, et ensuite je vais répondre, pour finir, parce que je divague énormément, je vais énormément dans plein de choses. Je suis étudiant encore à la fac. J'aimerais faire une thèse l'année prochaine, mais l'année dernière, quand je tournais ce film, j'étais en master de cinéma à l'université de Paris 8. Paris 8 propose, comme beaucoup de facs en France, énormément. Ils ont heu, comment est-ce qu'on appelle ça? Des organismes, qui permettent qui permettent de donner des subventions créatives pour des projets. Et en fait, j'ai monté des dossiers pour le FSDUE, ils appellent ça à Paris 8, et le Mmh. Crous Créteil. Le Crous peut aussi donner de l'argent. D'accord. Et donc j'ai eu de l'argent du FSDUE, du Crous Créteil, et pour, comment dire? Pour arrondir les bords et pour avoir ce qu'il me faut, j'ai fait une cagnotte qui a été absolument dépassée. J'ai beaucoup de chance parce que, plusieurs personnes commencent à connaître un petit peu, mes démarches et veulent m'aider, et donc j'ai réussi à atteindre ça, et ensuite moi j'ai mis de ma poche de l'argent que j'ai mis de côté pendant 1 an. Et donc le film, voilà, c'est tout. Voilà son économie pour être franc. Et Mais ce qui est incroyable, pardon, juste non, j'intègre quelque chose, après je te laisse. C'est que, ouais, ce film, dans quelques années, si on y repense, un peu, on s'y arrête, il peut nous donner aussi un aperçu de ce que tu étais à cette époque-là. absolument, ouais. Il y a une Mais c'est trace. l'intérêt de le faire comme ça, je crois. Moi, Mmh. je pense que c'est l'intérêt aussi de me passer moi, ce que je trouve n'est pas égoïste si fait d'une manière, éthique. C'est-à-dire qu'un jour, j'espère avoir des enfants et qu'ils puissent se dire: «Bah, mon père, c'était ça quand il avait 24 ans. C'est ça le cinéma qu'il faisait. C'est Mmh. ça les films qu'il faisait, les livres qu'il écrivait, ou si j'étais écrivain». Et je crois que ça, c'est plus important que de me battre, parce que je l'entends vraiment comme ça, de me battre avec les commissions de CNC, de me battre, pour essayer de toucher de l'argent et de trouver ça comme excuse pour ne pas faire un film. Alors c'est un peu fort et dur, mais bon, si moi j'ai besoin de penser comme ça pour me dire: «Il y a un film qui veut que il y a un film en moi qui veut se faire. Comment est-ce que tu le fais?» Pas déjà comme tu penses et souhaites, et ensuite tu fais comment? Et je prends toujours cette petite ruelle qui est souvent très obscure, très noire, très s où on est seul, et où souvent seuls les amis, les gens qui te sont proches, qui te font confiance, qui veulent croire en toi, empruntent avec toi, et au bout du compte, on en ressort et c'est une expérience, une aventure, extraordinaire, qui je crois résistera plus dans le temps, moins pour, je sais pas, moins pour le film en tant que tel que pour ce qu'il montre et dit en même temps, qui est, son périple d'exécution. C'est pour ça que quelqu'un comme Herzog, m'a toujours intéressé. Mmh. Voilà. En tout cas, j'espère que nous aurons l'occasion de le revoir ou de le voir, et j'aimerais bien terminer comme j'ai terminé la précédente émission, à savoir est-ce que tu es, reparti dans d'autres couloirs, plus ou moins obscurs maintenant, à savoir est-ce Heu, qu'il y a un autre film qui t'appelle pour l'écriture? oui, alors, on s'est raté et au final ça c'est allé dans mon sens, parce qu'entre-temps, j'ai la date de projection du prochain film que je montre, qui est un documentaire, tourné au Sénégal, qui D'accord. s'appelle Mboro, comme le nom de la ville, dans laquelle j'ai tourné.
C'est un documentaire sur la réhabilitation et la rénovation d'un cinéma de plein air, à 3 heures de Dakar. Et la date, c'est le 1er juin 2026 et le film sera montré au Reflet Médicis, je crois, à 20h, 20h30, je suis pas trop sûr. Mais en tout cas, voilà, le film a été déjà tourné, parce que, c'est cette envie de faire des films comme je l'ai fait, ça veut dire que d'une certaine manière, je peux en faire plus et avec mes moyens que j'ai. Et du coup, je crois que c'est nécessaire que de montrer des films, les montrer souvent et de se casser la gueule souvent. C'est-à-dire, de montrer et de pouvoir repartir et du coup, j'essaie de le faire le plus possible et mon rythme que j'aimerais atteindre, c'est 2 fois par an. Donc de travailler pour faire en Oui. sorte que 2 films soient montrés par an. Donc voilà, j'ai montré ça le 9 décembre, là je le montre en juin et il y a un 2e volet qui sera montré en décembre prochain et en fait en juin, juste après cette projection-là, je commence à tourner le prochain film, que je fais avec mes moyens, comme, que j'ai un peu raconté là avant, pour le montrer l'année prochaine et voilà et pour continuer, tant que je peux quoi. Tant que je suis à la fac, tant que j'ai le temps de ne pas être, je veux pas paraître prétentieux en disant ça, mais je crois qu'en ayant une grande audience ou étant vu par plein, on fait pas les mêmes choses et je crois que de pouvoir travailler de manière, intimement, dans une idée d'un secret où en fait seulement les gens, intéressés et autour savent que tu travailles, c'est quelque chose de très, très important pour moi et que je veux garder le plus longtemps possible. Heu, je dis ça au sens où si jamais un jour, mes films intéressent plus de gens, que je puisse avoir assez d'entraînement pour ne pas virer de bord, pour ne pas croire que tout d'un coup il y a une audience, alors qu'il y en a toujours eu une, seulement à une autre échelle, ou l'inverse, qu'il y a jamais d'audience et que c'est justement intéressant que de faire des films pour les faire. Donc voilà. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite mention à des compagnons de route, qui sont des amis à moi, avec qui je parle de cinéma et on travaille ces questions-là tout le temps. C'est des gens qui font des films aussi. Des amis comme, Benjamin Bray, Charles Cotmer, qui sont des gens que j'ai rencontrés à la fac ou, Diego Gary, Corentin Cosa, Paul Pinault, Diogo Valente de Silva, qui sont des amis avec qui on parle de cinéma tout le temps, avec qui on avance de cette manière-là. Eux font des films un petit peu aussi en tirant des ficelles, en faisant ce qu'ils peuvent. Et sans eux, je suis pas du tout, ce que je suis. Donc là, peut-être l'énergie que j'envoie, c'est aussi l'énergie, de plusieurs et donc c'est absolument fondamental, important pour moi de les mentionner. De mentionner aussi ma copine qui a présenté le film, de l'Immortel, qui s'appelle Lily Desesquelles, sans qui, pareil, la moitié de ce que je fais, enfin je suis que l'ombre de moi-même et encore. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tu vas revenir sur la chaîne pour nous parler de Mboro. Ça Ouais. m'intrigue, hein. Ce film Ouais, ouais, m'intrigue. ouais, Ce avec film plaisir, ouais, ouais. pour plein de raisons. Une raison géographique, qui me parle beaucoup et Ouais. puis le cinéma et la salle de cinéma. Voilà, il y a des choses, c'est intéressant tout ça. En tout Je cas, suis très, très heureux, si c'est le cas. ah bah oui, bon, tu reviendras en tout cas avec plaisir. Donc je rappelle quand même, hein, le 1er juin 2026, c'est pas tout de suite, mais c'est bientôt, c'est demain comme dirait l'autre et ce sera au Reflet Médicis ou 20h, 20h30. Mais je pense qu'on peut compter sur toi pour nous donner l'heure précise dans quelques semaines. Ça c'est sûr et certain. Ouais, ouais, absolument. Merci en tout cas d'être venu pour nous parler de l'Immortel. Je rappelle que la précédente émission existe toujours, vous pouvez la voir. Il y a le film L'Amertume qui est disponible sur le site et la chaîne YouTube de Théodore. Et en attendant d'autres projections peut-être de l'Immortel ou un jour l'Immortel se retrouvera sur ta chaîne et ton site dans quelques mois, on verra. Ça, c'est Absolument. toi qui décides de tout ça. 3 points de suspension, je pense que c'est ce que j'avais dit peut-être dans la précédente émission. Tu reviens, quand tu veux. Là, pour le coup, tu es même obligé de revenir et heu et puis bon courage pour le reste. Merci à toi. Merci beaucoup Samir, c'est adorable et puis je tiens quand même à dire aussi, moi je continue à te regarder en tant que spectateur et cinéphile, mes copains et copines aussi donc merci pour tout le travail que tu fais. Enfin pour moi, c'est un honneur d'être là. Ça reste, la chose, primordiale pour moi encore une fois, cette rencontre, là, en tout cas, voilà donc merci encore Samir pour tout ce que tu fais et ce que tu fais pour cette sphère qui, sans toi, manque clairement de quelque chose. Merci beaucoup, je t'en prie. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.